Cameroun, abandon systématique des chantiers de construction. Les maîtres d'œuvre, par les maîtres d'œuvre, quelles en sont les raisons? C'est notre grande interrogation de ce matin. Messieurs, on parle bien sûr de ces routes, de ces ponts, de ces bâtiments publics qui s'effondrent ou sont abandonnés. Les responsabilités aujourd'hui sont engagées. Eh bien, il faut également préciser par ailleurs que le pont reliant Maroua à Moura s'est effondré hier lundi. L'infrastructure a cédé à la pression des eaux en cette matinée du lundi 31 août 2020. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire national ces derniers temps n'ont pas épargné le pont Palar à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Les sources sur le terrain renseignent que l'infrastructure qui relie Maroua à Moura et Kousséri s'est effondrée à la suite des inondations causées par les pluies torrentielle. En attendant la réaction des autorités pour dévoiler les dégâts matériels, notons qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée de ce côté-là. Mais pendant ce temps également, je vais me tourner vers Patient Parfendom. Du côté de Santhiou, c'est la route qui est coupée. Ici à l'aéroport international de Douala encore, on a le même problème. Cette fois-ci, c'est du côté de Moura avec le pont Palar. Eh bien, on se pose bien des questions. Qui fait la maintenance? Pourquoi ne fait-on pas la maintenance de ces routes, de ces ponts? Merci Steve, mais je crois qu'en règle générale, il faut qu'on se dise très bien que dans tous les pays du monde, pendant ces périodes, les périodes, par exemple, dans le cas d'une région équatorienne, surtout tropicale comme la nôtre, oui, les saisons de pluie sont des saisons quand même où on arrive à constater des dégâts au niveau des ouvrages d'art qu'il y a un peu partout dans le pays. Donc, et cela n'est pas seulement valable pour le Cameroun, c'est valable pour tous les pays du monde entier. Là où le bas blesse, c'est à deux niveaux. Premièrement, quand on regarde très bien et qu'on fait un bilan, n'est-ce pas, en termes de construction, n'est-ce pas, d'ouvrages d'art et d'infrastructures à la fois routières et ferroviaires et consorts, on se rend compte que les deux régimes successifs, celui de M. Amadou Ahidjo et celui de M. du président Paul Biya, n'ont pas mis vraiment un point d'honneur assez important au niveau de la réalisation de ces infrastructures. Pourquoi? À mon sens, premièrement, dans le cas d'Ahidjo, c'était pour ne pas permettre fluidité, n'est-ce pas, entre le nord et le sud. Le pays était arrêté, coupé en deux, pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de faire, par exemple, la route qui mène pratiquement de Ngaoundéré jusqu'au niveau de Garoua. On se rend bien compte qu'à un moment donné, on a l'impression que nous sommes dans deux pays différents. Parce qu'il y a une seule voie d'accès qui permet de partir du sud vers le nord. C'est déjà un gros problème. Alors qu'avec la richesse, n'est-ce pas, de notre pays, si on avait des plans de développement qui concernaient justement, par exemple, l'agriculture, on aurait eu plusieurs points d'accès, plusieurs points de déviation qui pourraient permettre de joindre l'extrême nord du pays sans qu'on ne soit complètement emprisonné par une seule voie d'accès. Premièrement. Deuxièmement, on a aussi l'impression qu'il n'y a pas de suivi quand les ouvrages d'art sont faits. On devait peut-être avoir des ingénieurs ici sur le plateau pour nous dire, arrêtez les thèmes du contrat qui régissent souvent la construction des routes ou bien des immeubles. Vous allez vous voir qu'entre la feuille de route qui est donnée, c'est-à-dire que le contrat de départ, oui, et celui d'arrivée après la réalisation de l'ouvrage d'art ou bien de l'infrastructure, il y a des écarts pas possibles. On a l'impression qu'il n'y a pas de service de contrôle pour suivre l'exécution de ces travaux de bout en bout. C'est d'où la question de la corruption ambiante. Vous avez posé la question d'ailleurs des marchés qui ne sont jamais terminés. Oui. La corruption ambiante qui gangrène complètement tous ces secteurs de travaux publics. On a des gens qui gagnent des marchés, qui sont dans l'incapacité de les réaliser, qui vendent ces marchés à des tiers pour les exécuter. Et vous vous imaginez, peut-être seulement un cas simple. Si vous avez le rôle de jouer le rôle de on vous donne un marché de rôle de cantonnier dans une sous-région, dans l'Interland. Et c'est un 4-9, comme on dit vulgairement. Anatola ici va vous expliquer ce que c'est un 4-9. Vous revendez ce 4-9 à un tiers qui va l'exécuter peut-être à 1 million et puis la boucle est bouclée. Conséquence, rien n'est fait dans les normes. Rien n'est fait de manière correcte, de telle manière que ces marchés-là et ces ouvrages d'art-là tiennent dans la durée. L'autre gros catastrophe que nous avons dans le pays, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas une espèce de grand cadre qui surveille au quotidien les ponts, les routes qui sont en circulation. On a montré un reportage, je crois, hier, la route Bafoussam-Bafia, par exemple. Et la route Bafoussam-Douala, excusez-moi, Bafoussam-Douala. Il y a des nids de poules partout. On vient de temps en temps, on fait des petits replâtrages, on trace des cercles et des carrés,
on met un peu de bitume là, mais tout juste à côté, il y a notre gros trou qui se met en place. Conséquence, quand les automobilistes viennent, il a l'impression qu'il peut rouler. Mais à un moment donné, il est face à un grand trou, il veut esquiver le grand trou, et puis c'est un face-à-face qui est avec l'automobiliste en face. Il y a encore eu des morts sur nos routes à cause de ces manquements, à cause de ces désagréments que les automobilistes affrontent au quotidien sur l'ensemble de notre réseau routier. Donc je dis, la responsabilité du gouvernement vient à 3 niveaux. Premier niveau, il y a une faiblesse, n'est-ce pas, du point de vue de la construction des infrastructures. Les dernières infrastructures, on va me parler des stades qui ont été construits. On sait, pour un pays comme le Cameroun, avec tout ce qu'on a connu comme prouesse sur le plan de football, c'est seulement récemment qu'on a eu après des tas de salive, je ne sais pas, n'est-ce pas, dépensé, il faut le dire comme ça. Le tas de salive, on a hurlé, gueulé pour dire c'est pas possible. Moi, la dernière fois que j'ai regardé un match de football, c'était le jubilé des frères Biik, Omar Biik et Kana Biik, c'était au stade de l'unification. Mais j'ai crié, parce que la cabine de reportage qu'on admirait tant quand on était gamin était tellement dans un état de délabrement que à tout moment ça peut décrocher pour atterrir sur les téléspectateurs. J'ai juré ne plus mettre les pieds au stade de la notification. Donc, après avoir tant gueulé, enfin le chef d'État a consenti de nous offrir, n'est-ce pas, ces joyaux que nous avons comme ça déjà pour moi, et j'espère de l'homme que je n'ai pas encore visité. Mais malheureusement, allez voir la facture. Entre ce qui était prévu comme dépense de départ et à l'arrivée, ce que nous avons eu à dépenser, ça participe de ce que j'appelle l'un des piliers de ce régime qui est la corruption. Oui. Cette corruption a tellement gangréné tout le corps social au point où, quand on vous montre une belle route comme ça, vous avez l'impression que tout est beau, parce que ça fait très beau. Mais allez voir les conditions, n'est-ce pas, de construction de ces routes. Est-ce que tout a été respecté? Est-ce que tout est dans les normes? Vous allez rendre compte que peut-être, au lieu de 3 cm de goudron, on vous a peut-être mis 1. Mais qui est là pour vérifier? Les contrôleurs qui arrivent après, parce qu'on a bien mouillé la barbe, ici, ils donnent les accords, ok, c'est bon, tout va bien. Et puis quelques semaines plus tard, on se rend compte que la même route commence à avoir des trous, des nids de poules, des nids d'éléphants, etc., etc. Donc, c'est là l'un des enjeux majeurs. Faiblesse des infrastructures, manque de contrôle au niveau des infrastructures qui ont déjà été servies. Et puis maintenant, enfin, il y a des infrastructures anciennes. La plupart qui ont été, bon, quand on prend le pont, l'ancien pont de Douala, vous avez vu que on était obligé de le renforcer, c'était le projet de Fides, ou bien le cas de la poste centrale. Mais il n'y a pas de structure au niveau du gouvernement pour vérifier l'état, n'est-ce pas, de ces ouvrages d'art et de ces infrastructures de manière régulière. Je ne parle pas de l'arrêt pays, ou de tout temps. On vous dit, il y a un pont qui a cédé à tel endroit, des populations qui sont là sont complètement coupées de pays, ça fait des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, pour qu'on essaie de le remettre en place. C'est ça le pays réel dans lequel nous sommes depuis un certain temps. Il y a un problème de négligence, il y a un problème de manque de management, il y a un problème de manque de contrôle, mais surtout, il y a un manque de volonté pour doter notre pays de véritables infrastructures capables de propulser notre pays vers le vrai développement. Tout à l'heure, Mme Queen, dans son coup de gueule, parlait des assauts. Des BAMSM qui se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup de produits vivriers qui sortent des villages pour la ville. C'est une question de route. On nous disait quand on était tous à l'école, là la route passe, le développement suit. Mais pourquoi nos dirigeants ne mettent pas un point d'honneur à faire assez de routes dans l'ensemble du territoire national? C'est ça le véritable problème. Et quand les routes sont faites, est-ce qu'elles sont faites aux normes? Et troisièmement, même quand elles sont faites aux normes, est-ce qu'après, il y a un contrôle constant et suivi pour se rendre compte de la santé, excusez-moi le terme, mais de ces routes? Regardez, partout au Cameroun, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement dans le cadre de ce nom. J'étais à Maroua. Alors, je sors par là. Dans la ville de Maroua, on a donné le marché de ce qu'on appelle ça, de la voirie urbaine à un autochtone de Maroua. Hein. Excusez-moi, c'est le camarade d'Elisan. Allez voir ce qu'il a fait comme drain à Maroua. À la moindre petite pluie, Maroua redevient comme un grand marécage à ciel ouvert, tout simplement parce que quelque part, les fonds ont été décaissés et quelqu'un qui était censé doter Maroua des infrastructures du point de vue de la voirie, et surtout du point de vue de l'évacuation des eaux par des trains modernes, il a mis une bonne partie de l'argent dans sa poche et ces drains n'ont jamais été terminés. C'est ça qui explique qu'à la moindre petite pluie, quand il y a les débordements d'eau, comme ce fut le cas hier, c'est fini. Les ponts là ne peuvent pas résister
par rapport au débit violent de l'eau qui arrive et le pont par là, justement, il peut céder. A pris un coup. Donc, la plupart de nos ponts, je les appelle les ouvrages d'art sont vieillissants. Il faut les refaire. Il faut d'abord, je pense qu'il faut recenser l'ensemble de ces ponts qui sont d'ordre stratégique un peu dans le pays, vérifier aussi leur capacité de soutenir un certain type de trafic pour un bout et refaire ceux qui sont déjà en délabrement avancé et essayer de construire de nouvelles là où il n'y en a pas. Parce que on a parlé de l'extrême, on a parlé peut-être de la zone de l'ouest vers le littoral. Allez voir ce qui se passe à l'est. Là-bas encore, c'est la pire des catastrophes qu'on peut bien imaginer. Il y a des gens qui font pratiquement en route pour joindre une ville à une autre 3 jours. 3 jours dans la zone de l'Est. Mais qui en parle? Même dans le sud du pays. Personne n'en parle parce que toutes les télés n'ont pas la chance d'y être tous les jours. Ce ne sont pas des axes routiers majeurs qui relient des villes essentielles. Donc ces gens qui sont là-bas, ils sont abandonnés à leur propre sort, etc. etc. Donc vraiment, pour sortir, c'est une question comment j'appelle ça, une question collective. En même temps, de prise de conscience collective, de l'État, 2, des exécutants de ces marchés que l'État leur accorde, et troisièmement aussi de la population, des mairies qui doivent être vigilants. C'est à eux de tirer la sonnette d'alarme, de dire il y a un problème, il y a un ouvrage là qui va céder d'un moment à l'autre. Que font-ils? C'est à eux de secouer, d'organiser des sit-ins pour dire on ne peut pas continuer à traverser ce pont parce que de jour au lendemain il peut céder. Faites quelque chose. Je crois que quand il y aura cette prise de conscience à la fois citoyenne et collective, peut-être qu'à ce moment-là, l'État va commencer à bouger, mais pour sortir aussi, excusez-moi. Comment vous pouvez payer les sociétés qui construisent ce truc-là, la dette intérieure, si vous n'avez pas la capacité, n'est-ce pas, d'avoir une souveraineté monétaire qui vous permet quand même de régler une bonne partie de cette dette intérieure? Parce que beaucoup de sociétés aussi se plaignent du fait qu'ils ont commencé à réaliser le marché, on ne vous donne pas un couplet, disent-ils, et puis, après avoir fait 1, 2, 3 marchés, pour maintenant rentrer dans ces fonds en obtenant le paiement, n'est-ce pas, de ces marchés publics, c'est la bannière. Donc beaucoup abandonnent les chantiers en chemin parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir continuer. D'où aussi la nécessité de contrôle à ce niveau-là pour qu'on ne donne pas de marché à des structures qui n'ont pas la capacité financière pour pouvoir exécuter ces travaux. Certaines structures, il faut également le préciser, ne sont que structures de nom. Hein. Mais je vous ai dit, les 4-9, on a tous les licenciés, quelque chose, ils vont nous expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Queen Marie-Dou, je vais me tourner vers vous. Pendant ce temps, quand même, Mora et Kousséri sont coupés du reste du pays. Et pendant ce temps, que vont faire les populations de ce côté-là? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que le secteur du transport est le secteur qui permet à une nation, à un pays, de booster son économie. Et lorsque le transport ne va pas, l'économie même ne peut pas fonctionner. Et comme disaient nos parents, lorsqu'il y a la route, le développement suit. Oui. Maintenant, je ne vais pas revenir à ce que monsieur Patient a dit. Oui. Le Cameroun a un véritable problème. La jacobine. C'est ça qui fait en sorte que de nos jours, on n'arrive à rien contrôler. Nous sommes un pays de 475 000 km² de superficie. Ahidjo et Paul Biya, quand Ahidjo était là, on n'avait pas 25 millions de Camerounais. Et dans les 25 millions de Camerounais, aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 15 millions qui sont véhiculés. Alors les routes qui ont été faites, il y a de cela, je ne sais combien d'années, ne peuvent plus supporter cette charge. Les véhicules entrent, la population a accru. Donc, ces routes sont vieillissantes. Oui. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit déjà mettre en place la décentralisation pour qu'il y ait transfert de compétences. Parce qu'un seul ministre ne peut pas contrôler tout le Cameroun, lui seul. Il ne peut pas tout gérer. C'est pour cela que même lorsque les routes sont endommagées, il ne peut pas avoir l'information à l'instant T. Parce qu'il ne peut pas être partout à tout moment. Il faut qu'on fasse le transfert de compétences, qu'on dote les mairies des compétences pour pouvoir surveiller le secteur de transport. Même si ces mairies jusqu'à peu de compte de problèmes encore avec les préfets et les sous-préfets pour rentrer justement dans leurs compétences. J'y arrive. On doit faire le transfert des compétences. Parce que dès lors qu'il y aura le transfert de compétences, nous allons voir que même les structures routières vont évoluer. Parce qu'il y aura des personnes qui vont être en charge de surveiller au quotidien l'état des routes. Parce que c'est un emploi de plus que l'État peut créer. On parle tous les jours qu'il n'y a pas d'emploi. Pourtant, il y a le travail que nous pouvons développer. Pourquoi est-ce que
les buses, on ne peut pas savoir que telle buse a déjà mis tel nombre d'années et qu'à cet état, peut-être dans 2 ans, cette buse va se détériorer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont là au quotidien, qui surveillent ces routes. C'est pour ça que je dis que la décentralisation est la clé qui va permettre au Cameroun de se développer et de gérer bien tous les problèmes qui ici. Parce que jusqu'à présent, nous avons les problèmes de route. Pourquoi? Parce que le ministre Nganou Djoumessi, c'est un monsieur qui est assis sur son bureau, il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Et il n'arrive pas à libérer l'espace et de donner des compétences peut-être à ceux qui sont autour de lui pour qu'ils puissent travailler normalement. Et maintenant, les fonds qui sont alloués pour les infrastructures, ces fonds-là sont départagés comment? Qui gère ces fonds? Parce que si on ne dit pas que vraiment, par exemple, la mairie de Douala, voilà un fonds, par exemple, de 2 milliards. Vous avez pour objectif d'entretenir la route qui va de Douala jusqu'à Edea. Et il y a une commission indépendante qui doit être là pour surveiller cela. Une commission indépendante dotée des ingénieurs, des personnes qui ont la qualité et la compétence dans les travaux publics. C'est ça, il y a une cacophonie autour de la gestion des choses au Cameroun. Tout est mélangé. Tout le monde connaît tout. Il faut qu'on essaye de départager les problèmes. Comme on dit souvent en électricité, oui, il faut départager les circuits. Parce que quand on départage les circuits, ça facilite aussi l'entretien. Mais quand un circuit est sur une même place, on ne peut rien comprendre. C'est pour cela que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est un problème de mal-gouvernance et c'est un problème d'égoïsme et d'égocentrisme. Parce que dès lors qu'on parle de l'argent, le ministre voit seulement que lui doit avoir l'argent dans sa poche. Il ne voit pas l'intérêt général des Camerounais. Il ne voit pas que s'il n'y a pas la route, nous, on ne pourra pas manger. Les mamans ne pourront pas aller au champ. Les mamans ne pourront pas vendre. L'économie va être stoppée. Donc, il faut que l'État comprenne que de nos jours, le Cameroun a 25 millions de Camerounais. L'État qui est là ne peut pas gérer tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Qu'ils mettent la décentralisation en place et qu'on dote des personnes appropriées des compétences et qu'il y ait des commissions indépendantes qui sont là pour le contrôle des infrastructures, pour le contrôle de chaque secteur d'activité. Tant qu'il n'y aura pas cette commission indépendante et que même les marchés, moi je préfère que les marchés soient donnés aux expatriés parce que les Camerounais sont corrompus. On va donner le marché à un Camerounais, il ne va pas l'exécuter comme il se doit. Quand on donne les marchés aux expatriés, parce que nous voulons que ce sont les Blancs qui viennent nous contrôler. Parce que quand on donne le marché à un Camerounais, ici le marché doit coûter 10 000 francs. Le ministre qui donne le marché, lui-même il prend 500. L'autre, c'est-à-dire on ne comprend rien. Pourtant si on donne ça à un expatrié, on va l'obliger maintenant d'employer des Camerounais pour l'exécution de ce marché. Et que cette commission qui est là pour la surveillance, que cette commission soit là pour surveiller si le marché se déroule très bien, avec des personnes méritantes, avec des personnes compétentes qui s'y connaissent dans le domaine. Je parle de tous les secteurs du Cameroun. Tant qu'il n'y aura pas le transfert de compétences et tant que l'égoïsme, l'égocentrisme ne va pas sortir de nos égos, de notre esprit, nous n'allons pas avancer. Nous allons continuer à avoir des nids de poules tous les jours. Qu'est-ce que les mairies font? Je parle ici, je crie tous les jours ici que la route de Bonendale, j'ai 43 ans d'âge. Jusqu'à aujourd'hui, cette route n'a pas été refaite. Quand j'emprunte la moto pour aller chez moi, je pisse. Les mamans qui sont là-bas n'arrivent même pas à manger. Elles n'arrivent pas à se déplacer. Juste pourquoi? Parce que dès lors qu'on nomme un maire, il pense d'abord à mettre l'argent dans sa poche au lieu de travailler pour l'intérêt général. Les Camerounais doivent ôter cet esprit d'égocentrisme dans leur tête. Ils sont là, ils ont été nommés pour servir l'État, pour servir tous les Camerounais, pour servir le peuple. Ce n'est pas pour servir leur poche. Je dis et je redis que c'est un problème de mal-gouvernance. Nganou Djoumessi, à cette heure-ci, devait déjà démissionner parce que vraiment, il n'a pas sa place en tant que ministre. S'il était un bon ministre, depuis peut-être 15 ans, tous les jours, nous allons parler par exemple de la maille, la coupure de l'axe de maille qui a fait tuer, je ne sais combien de Maniaï, qui a fait tuer combien de personnes. Justement, c'est une tristerie. Qui a fait tuer combien de personnes à Ezeka? Parce qu'il a été incapable de savoir que le Maniaï sera coupé un jour. Il n'y a personne qui surveille quelque chose. Pourtant, ce sont des emplois qu'on peut créer. Le travail du maintien de la route doit être un travail permanent, 24 heures sur 24 heures. Les gens doivent être sur le terrain. Moi, je travaille 24 heures sur 24 heures pour qu'on puisse avoir la connexion. Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas mettre les gens sur la route 24 heures sur 24 heures pour vérifier ce qui se passe sur les routes, pour savoir que ici, là, par exemple,
le pont de Magna devait se couper par exemple tel jour, le pont de Mora devait se couper tel jour, le pont de ceci, le pont de cela. Personne ne connaît rien. Aucun ministre ne connaît ce qui se passe dans ce pays. Ils sont assis dans leur bureau, juste ils attendent qu'il y ait une catastrophe avant de se lever. On n'a pas besoin d'attendre, il faut anticiper. Le gouvernement doit être proactif. Un gouvernement qui n'est pas proactif ne peut pas avancer. On va toujours reculer et rester comme nous sommes là. Tous les jours les problèmes. Mais quand il faut aller voter, ils ont les véhicules pour entrer dans la bourse, pour entrer dans la boue. Et ceux qui n'ont pas ces véhicules, qui n'ont pas ce logistique pour se déplacer, comment est-ce qu'ils vont faire? Bon, moi je pense que le gouvernement du RDPC doit travailler pour la population. Ils ne doivent pas travailler pour satisfaire leurs désidérata. Je suis désolé, merci, mais le Cameroun doit changer. Merci beaucoup, Marie-Do, Marie-Douala. On vous comprend parfaitement. On comprend également votre colère. Mais bon, on ne sait pas si c'est le gouvernement du RDPC. On va revenir avec vous dans un instant. Charles Elisan, il y a quand même ce problème de proactivité de la part de nos gouvernants, d'anticipation, parce qu'on a rappelé d'ailleurs le triste souvenir de Magnaï. Il a fallu que le pont cède et tout de suite, quelques temps plus tard, on a eu cette catastrophe qui nous a créé pas mal de problèmes. Il y a toujours ce gros problème de proactivité. On doit savoir quand même qu'une route, ou alors un pont, un immeuble, a une durée de vie. Steve Goss, j'ai suivi avec beaucoup sentiment mitigé les interventions de M. Ndomé de Marie-Do. Je voudrais évacuer 2 ou 3 questions pour faire comprendre à parfait que, effectivement, au Cameroun, il y a une structure qui est en charge du contrôle et de la faisabilité tant technique que dans la durée des grands ouvrages, le labogénie. Et à côté du labogénie, vous avez Matgénie. Matgénie qui devrait donner le matériel de génie adéquat pour pouvoir faire les routes et les infrastructures comme il se doit. Et au niveau militaire, vous avez même le génie militaire. Je voudrais vous faire comprendre qu'au Cameroun, il y a 6 stades de niveau Coupe du Monde. Si vous étiez à Bépanda, il y a longtemps, repartez à Bépanda, vous ne reconnaîtrez plus Bépanda. Vous verrez 2 stades annexes, et vous verrez même que la cabine a complètement changé. Et c'est un stade qui a été homologué FIFA, qui peut accueillir un match de Coupe du Monde. Bépanda. Bon, on ne savait pas revenir dans les autres stades. Je voudrais dire à Marie-Do que le gouvernement RDPC dont vous parlez, je suis heureux d'être du RDPC, n'auront pas voulu. Le président Paul Biya a été élu par les Camerounais. Et les Camerounais ont estimé que son programme est le mieux par rapport à tous les autres qui étaient candidats. Sauf si vous voulez insulter les Camerounais aujourd'hui qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais ils ont choisi Paul Biya. Et dans le choix de Paul Biya, c'est parce qu'il y avait des gens comme nous qui allaient parler aux Camerounais et leur dire la vérité. Parce que ce qui est marrant avec les hommes politiques comme vous, c'est que vous ne dites jamais la vérité. Vous voulez toujours tirer la couverture de votre côté. J'ai tout suivi, mais je n'ai pas suivi aussi, là où on parle aussi de l'incivisme des populations. J'ai tout suivi. Je n'ai pas suivi que, par exemple, sur le pont des Bebda, le fait qu'on creuse le sable, diminue la force qui permet aux pylônes d'être ancrés dans le sol. Je n'ai pas suivi que vous avez dit qu'on a dépensé 4 milliards là-bas, sur ce pont, pour le renforcer. Ça, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi que depuis 3 ans, sur le pont des DA, il y a des instances travaux sur le pont allemand, depuis 3 ans, pour le renforcer. Ça, c'est des choses qui se font, hein, mais bon, non, on parle, ils n'ont pas dit ça. Non, on parle également des autres travaux qui doivent être faits. Ils ont parlé 10 minutes, 11 minutes, vous n'avez pas interrompu. Non, je vous donne l'occasion de parler. Je n'ai pas suivi qu'il y a eu 8 milliards qui ont été mis pour renforcer le premier pont sur le Vouri, avant que le deuxième... Que le pont là d'abord bien. Ça, c'est on va revenir avec vous, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de donner votre point de vue. Avec Dieu, ni avec la nature. Et on le choisit, les choix et les couleurs sont d'ordre respectif de chacun qui veut. Donc, Marie-Do pourrait aimer la beauté de ce pont ou ne pas aimer la beauté de ce pont. Le pont n'a pas à être beau. Il est là pour servir. Est-ce que les gens traversent normalement? C'est ça le rôle d'un pont. Il n'a pas à être beau. Mais il va aussi se couper, puisque l'eau stagne dessus. L'eau stagne sur ce pont. Ce pont a été Marie-Do, on va revenir avec vous dans un instant, s'il vous plaît. Laissez monsieur Charles Elisan terminer. Non, on va calmer les ardeurs. Le premier pont sur le Vouri a reçu 8 milliards de francs CFA d'entretien. C'est pourquoi il a survécu, si vous utilisez le mot, à toutes les intempéries qu'il y a eu depuis qu'il existe. Parce qu'il y a eu une maintenance là-bas. Avant qu'on ne construise le deuxième pont.
Maintenant, les détails qu'il y a l'eau qui passe sur le pont, vous remarquerez que c'est parce qu'il y a beaucoup de bouteilles de plastique qui engorgent les égouts, qui doivent desservir les eaux usées qui passent sur le pont. Maridou, il faut donc interpeller tes assos. Tes assos qui, à Bonamous, a dit, nous, qui passons sur le pont du Vouri, quand on va à l'ouest, quand on se balade, on pisse le machin chewing-gum, on jette le papier en l'air. Il faut qu'on s'interpelle aussi nous-mêmes quand on finit de boire de l'eau, on prend la bouteille, c'est pas moi, d'une entreprise, on jette de l'autre côté. Ça forme aussi des boulots d'étranglement au niveau des évacuations d'eau. Et quand l'eau cherche la route, elle cherche la route. Il faut aussi interroger le fait que on a diminué de 80% le lit du fleuve au niveau de la base Elf. On a besoin d'emploi. On a besoin de créer une zone industrielle franche dans cette zone où on donne le terrain aux entreprises qui emploient nos enfants, qui nous emploient. Mais il faut aussi qu'on constate que le retour, c'est quoi? C'est que plus on diminue le lit de l'eau, plus quand l'eau reviendra, l'eau va envahir. C'est un choix à faire. Maintenant, je viens sur ce qui est essentiel. La maintenance des ouvrages. Le problème se pose au niveau justement de cette maintenance. Je ne suis pas dans les affaires de Ngalou du métier à PCC, parce que même avec deux ministres, on va la critiquer. On va te critiquer, si tu es ministre. On me critique, je démissionne. Les attaques... Non, bon. Depuis qu'on te critique, tu n'as pas démissionné là où tu es, donc c'est un détail. Donc, les attaques que vous faites envers certains ministres, vous savez pourquoi on vous envoie attaquer certains ministres, certains hauts cadres de l'État. Ça, ce sont les combats entre mes camarades et moi qui vous envoient des petites informations sur certains ministres qui attaquent les. Moi, j'ai vu ça dans mon parti tous les jours. Je voudrais juste dire que dans le travail qui est fait, dans le plan de construire ce pays, oui, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le désengorgement des bassins de production agricole. Ça rejoint justement ce que tu dis. Il faut désengorger les bassins de production agricole, c'est-à-dire construire des routes qui vont permettre à ces greniers de pouvoir faire évacuer les produits agricoles vers les villes. On en a identifié certains. Mandjou, Batouri, pour arriver à Bertois, Konsamba, Bonepoupa, pour arriver à Douala et tout. L'argent a été mis en place, maintenant il faut choisir les gens qui vont travailler. C'est encore vous qui dites aujourd'hui qu'il faut donner le marché aux étrangers. En même temps, c'est vous qui dites qu'il faut donner aux Camerounais pour créer la demande interne. Et c'est encore vous qui dites que nos frères n'ont pas la capacité financière de gérer. C'est vrai parce qu'il y a également la corruption qui gagne. Je vais finir par là. Moi, je suis du RDPC. Je suis d'abord Camerounais, je suis un élu. Je vais finir par la corruption et la décentralisation parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas celui qui vient ici faire le populisme. Je ne suis plus en campagne. Je suis élu. J'ai un programme à poser et dans 5 ans, je vais dire aux Camerounais voir ce qu'on a fait. On vous suit. Il faut comme Marido et Bompendom qui ne tirent que sur les autres. Ils sont des parfaits. Des parfaits anges. Non, c'est comme ça. Non, ils n'ont pas du RDPC. Dans la continuité, je voudrais donc faire comprendre que des choses sont faites. Il faut qu'on accepte que aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait avant. Par exemple, quand je passe au camp Yabassi, je vous cite ça tous les jours, il y a un pont là où il y avait toujours une inondation après 2 minutes de pluie. Il n'y en a plus. Quand vous allez à Cité Palmier, Carrefour Cité, il n'y a plus d'inondation là-bas. Parce que les travaux ont été faits. Je veux dire à ma soeur Maridou que oui, il y a un marché qui sera attribué dans les jours à venir pour désengorger la route de Bonnepoint jusqu'à là où il y a l'abattoir. Oui, Bonendale. C'est un marché que nous avons signé, nous, conseillers de la ville. Nous avons signé ce marché. Et aujourd'hui, l'attribution du marché devrait être faite via la mairie de Douala 4e. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on a compris justement le fait qu'il faut décentraliser non seulement les compétences, il faut décentraliser les moyens de production, il faut justement décentraliser même les prises de décision. La mairie qui vient avec, la mairie de la ville qui vient avec l'argent pour construire la route de Bonindale devra s'associer avec le maire de la 4e pour que c'est lui qui choisisse comme il se doit l'entreprise qui devra faire le marché. Maintenant, si toute chose est par ailleurs égale, que celui qui prend le marché fait le travail comme il se doit, le contrôle est suivi, et que celui qui réceptionne le marché vérifie effectivement que le marché a été réceptionné et que ça a été fait selon les règles, selon le cahier des charges, nous serons tous heureux. Si après nos amis qui ont les bœufs, là, on va pas passer avec les bœufs là-bas, qui vont commencer à chier partout, si après nous n'allons pas prendre les pavés pour aller les mettre chez nous, si après nous n'allons pas creuser la route parce qu'on a deuil, on n'a pas de terrain chez nous, il fallait faire le deuil en route. Ça me rappelle chez moi la route qu'on appelle kilomètre 5, on appelle la route des bâches, où on creuse le sol, le goudron pour mettre les bâches. C'est autant de choses qu'il faudront que, et le gouvernement, où il y a des gens corrompus, et là je suis d'accord, sont mes camarades, sont des corrompus, et là je suis le président de la République qui les met en prison, et c'est encore vous qui dites que Paul Biya fait la chasse aux sorcières, parce qu'il coupe les têtes des gens qui vont venir prendre sa place après. Il faut donc savoir ce qu'on veut. Ensuite,
Dans le même parti, il y a la commission de discipline pour ceux qui sont indisciplinés. Oui, c'est pour dire que c'est là où on gère les choses. Non, mais c'était pas le sujet. Pour faire comprendre aux autres que c'est des histoires partagées. C'est de nous tous qui devons faire. Le fonds routier existe. Le fonds routier a beaucoup d'argent qui est issu non seulement de nos impôts et des différentes taxes qu'on relève dans le péage qu'on a dans le pays. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a quand même une entreprise qui a gagné le marché de nous fournir 14 péages automatiques pour les nouvelles qu'on est en train de construire. Comme Simalène, Yaoundé. Si quelqu'un là, Yaoundé, aujourd'hui n'a pas vu quelque chose qui se passe au niveau de Hala, qui va vers Simalène, c'est qu'il est de mauvaise foi. Si quelqu'un ne voit pas que la route de Yaoundé-Kribi est en chantier, il est de mauvaise foi. Si quelqu'un ne voit pas qu'il y a l'autoroute entre Yaoundé et Douala, il est de mauvaise foi. Entre Limbe et Douala qui est en chantier, il est de mauvaise foi. Si vous le dites pour tout, ça veut dire qu'on ne veut pas que ce pays avance. Acceptons ce qui a été fait. Et vous verrez que ce qui a été fait aujourd'hui, qui est en train d'être fait, respecte scrupuleusement et les règles sismiques, parce qu'il peut y avoir des zones. Je vous posais une question quand même. Et les règles au niveau d'inondation et au niveau des zones à risque. Vous ne verrez pas le pont du Vouri, le nouveau, s'écrouler parce que de l'eau. Parce que la technicité actuelle fait en sorte que ça a pris en compte le fait qu'on sache que le Cameroun a 1600 mm d'eau qui tombe en moyenne l'année. C'est de ça qu'il s'agit. Les ouvrages qui se font sont les ouvrages d'Aïdjo. Et là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a juste fallu un suivi. Le pont s'est fondé à Maroyenne. Le maire a dit, il a lancé la sonnette d'alarme qu'il faut renforcer. Il faut renforcer. Oui, je suis d'accord avec Maïdou. Il faut renforcer, il faut renforcer. Il n'a pas été suivi. Bon, le pont s'est écoulé. Bon, on a trouvé une déviation. Mais entre-temps, on ne peut pas faire le travail actuellement parce que l'eau, le débit d'eau est très fort. Mais il y aura une saison sèche qui arrive. Il faudrait donc que pendant cette saison sèche, qu'on tape donc un ouvrage adéquat pour qu'il puisse permettre non seulement de supporter le flux de véhicules qui a augmenté, et les intempéries qui arrivent de plus en plus parce que du fait de l'homme et du fait de la nature. Merci Charles Elisan, en tout cas pour votre première prise de parole. Ah, vous n'avez pas encore fini? Je pensais que vous avez fini, que vous avez terminé. Allons-y, terminez. Tu mobilises la parole. Parce que là, il y a quand même la parole. Le temps nous est parti, allons-y. Pas la décentralisation. Oui, allez-y. Je suis quand même le seul élu ici sur ce plateau. Conseil, mais c'est pas les grands conseillers. Je suis de la société civile aussi. Société civile, parti politique, journaliste, condamnance politique, rien de tirer sur nous. Je voudrais dire que, quand même, au niveau de la décentralisation, et là, j'ai aimé Maïdou, quand elle a fait la décentralisation, vous rejoignez effectivement la vision de Paul Biya, qui est un État unitaire décentralisé. Mais maintenant, l'habitude de la peau dure, il y a toujours ces gars du système central qui ne pouvent, c'est-à-dire qui durcissent. Mais au fur et à mesure, on avance. C'est parce que nous décrions cela, on vous accompagne. C'est le rôle de la société civile, c'est le rôle de la société civile. C'est de dire, voilà, ça ne va pas. C'est de dire aussi que si ça va. Donc, au niveau de la décentralisation, il peut vous dire que le transfert des compétences a été fait à 11%. Maintenant, on attend les 15% du budget central de l'État qui devait être réparti à travers toutes les mairies. Ça, c'est ce qui vient de l'État central. Et maintenant, favoriser, donner la force à nos maires, à nos élus, de créer des niches d'agents, ce qu'ils font déjà de manière magnifique, pour qu'eux-mêmes travaillent. Et puis, on ne nomme pas les maires au RDPC, ils sont élus. Nos maires ont été élus. Ce sont vos maires. Merci beaucoup. Marie-Do, on va revenir avec vous dans un instant. Albert Anatola, ici, commençons déjà par souligner, c'est quoi le 4-9 ? Écoutez, dans la nomenclature Commençons par là, oui. Dans la nomenclature de la commande publique, oui. Vous avez les bons de commande, ce qu'il appelle 4-9. C'est-à-dire ça concerne la fourniture, ça peut concerner la prestation de services. Maintenant, vous avez les appels d'offres. Oui. Ça peut être international, ça peut être national, ouvert ou restreint. C'est là où il s'agit là de la commande qui est un peu trop lourde. Ça peut concerner justement les travaux de construction d'ouvrages, c'est-à-dire des routes, des bâtiments, des projets structurants, c'est-à-dire des barrages hydroélectriques, comme nous en avons connu. Donc c'est un peu cela. Et le principe, je dis bien le principe, dans la commande publique, est adossé sur deux choses. La première, vous devez avoir de l'expertise. C'est important. La seconde, vous devez avoir de la surface financière. Et très souvent, comme nous sommes dans le contexte camerounais, ça jongle à gauche, ça jongle à droite, on va aider son frère, son camarade, machin. Et vous avez donc justement quelqu'un qui peut avoir de l'expertise, mais il n'a pas de la surface financière. Oui. Qui peut avoir de la surface financière, mais il n'a pas de l'expertise, mais il va vous dire qu'il sait tout faire. Résultat de course, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en train de construire un ouvrage d'art, un immeuble, qui ne respecte aucune règle d'urbanisme, ni en matière de génie civil, ni en matière, n'est-ce pas, comme je dis, d'urbanisme, voilà. Donc je pense que c'est là le problème. Donc de manière générale, nous sommes face à un problème de gouvernance. Tout à l'heure, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit autour de cette table.
nous avons un problème de gouvernance. Lorsque je parle de gouvernance, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord du respect des règles qui régissent la commande publique. Et très souvent, beaucoup ne le respectent pas. Ne respectent pas ces règles-là. Parce que sur le papier, vous avez par exemple le cabinet, le bureau Veritas, qui s'occupe du contrôle de la qualité des ouvrages, sans publicité. C'est-à-dire que lorsque vous construisez par exemple cette route qui passe devant votre télévision, eh bien, vous avez, comme il a dit tantôt, Lamborghini qui doit pouvoir faire des études géotechniques pour déterminer le type de matériaux qu'il faut utiliser. Soit il faut utiliser le bitume, soit il faut utiliser, n'est-ce pas... Ces entreprises existent vraiment, Lamborghini et Magini? Ça existe. Bah, Lamborghini existe. Oui. Il fait le travail, peut-être il ne fait pas suffisamment, comme il faut peut-être avec les moyens qu'il a, ou bien avec la politique, la gouvernance qui est en interne. Magini, il existe, mais est-ce que sa logistique permet de satisfaire justement la demande? Je pose la question parce qu'il y a pas mal de Camerounais qui ne sont pas au courant. Non, ils sont désormais au courant. Ça existe. Maintenant, vous avez dans le bureau Veritas, justement, lorsque vous avez commencé à exécuter votre contrat, qui vient d'abord s'assurer que vous respectez le cahier de charges préétabli, prédéfini. Au niveau, d'abord, l'utilisation du matériau, parce que quand vous avez un cahier de charges, notamment pour ce qui concerne la construction des ouvrages, ou bien d'une route, il y a un cahier de charges défini, c'est-à-dire le bitume, ce sera à quel centimètre, combien de centimètres d'épaisseur, quel diamètre, quelle largeur, machin. Il faut respecter tout cela. Donc, à ce niveau, les responsabilités sont partagées. Parce qu'il n'est pas... Et vous allez constater avec moi que même quand il s'agit du secteur privé ou du secteur public, lorsqu'un immeuble est construit, il n'y a personne qui en assure l'entretien. Allez dans n'importe quel immeuble, lorsqu'on met un ascenseur, ça va fonctionner pendant 6 mois, 7e mois, ça tombe en panne, il n'y a personne qui en assure l'entretien. C'est valable dans le public et dans le privé. Ça veut dire qu'il faut mettre en place justement je veux dire, un service d'entretien. Et également, vous avez le fonds routier. Le fonds routier est là pour l'entretien justement des routes. C'est-à-dire que, pas pour construire, parce qu'il ne faut pas attendre que ça se dégrade pour venir, ça devient un peu plus coûteux. Donc, le fonds d'entretien routier est justement là pour l'entretien de routes. Ils ont un budget, ils ont une enveloppe conséquente, mais sauf qu'ils ne font pas le boulot. Voilà, c'est justement là que je voulais qu'on en vienne. Non, ils ne font pas le boulot parce que si vous partez, vous prenez Douala et Idéa. Bon, vous pouvez compter le nombre de poules, le nombre de nids de poules qui vous arrange. Ça veut donc dire que le fonds d'entretien routier ne fait pas son travail. Il y a chaque exemple que tu en as dit, il y en a plus, il y en a. Mais tout le monde sait qu'il y en a. Allons-y, on vous suit. Il y en a. Lorsque vous partez de Douala, il y a ça, jusqu'à Idéa, vous allez dénombrer au moins une centaine de nids de poules. Ça veut dire que, justement, le fonds d'entretien routier devrait lancer un appel d'offres national et solliciter par exemple une entreprise outillée qui a de l'expertise dans ce domaine pour s'occuper, n'est-ce pas, des travaux, ce que j'appelle les travaux curatifs, voilà, les travaux curatifs. Malheureusement, on attend que des nids de poules, ça ne devienne pas d'éléphants et puis une crevasse et ça devient plus cher. Voilà dans le problème. Deuxième chose, très souvent, pour parler des problèmes de route, on construit une route sans prendre en compte un aspect très important. Vous avez des gros porteurs. Non seulement les bus, les gumiers, vous avez des gros porteurs également qui font le corridor Douala, N'Djamena, RCA. Oui. Et ça dégrade constamment la route. Donc, il faut donc, lorsqu'on construit une route, on doit prendre en compte ces paramètres. C'est-à-dire mettre en place justement des équipes de techniciens qui justement observent le comportement de la route. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour revenir, pour ce qui concerne les travaux de bâtiment, là c'est la bannière, je vous dis ça c'est vraiment de n'importe quoi. Donc je pense que ce qui est important, c'est que la commande publique camerounaise est confrontée à 2 problèmes. Un problème de gouvernance, c'est-à-dire que même si quelqu'un remplit les critères de surface financière et d'expertise, il va toujours avoir affaire à quelqu'un qui va lui demander 20% ou 30% de l'enveloppe. Et là, quand vous demandez, si vous avez par exemple un projet qui coûte 1 milliard et que vous revendiquez 30 millions ou 300 millions,
ça va jouer sur l'exécution du projet. Et sur la qualité du projet. Ça va jouer sur la qualité du projet. C'est pour ça que vous voyez que très souvent, les entreprises françaises ne cèdent pas beaucoup aux sirènes de la corruption parce qu'il ne faut pas qu'elles construisent quelque chose qui ne va pas durer. Et très souvent, les entreprises camerounaises sont obligées de céder. Moi, j'ai des histoires qui concernent, par exemple, le groupe Cash pour ne pas faire sa publicité, à qui on a attribué la mauvaise qualité de l'ouvrage, alors qu'en amont, c'est aussi vrai qu'il avait la possibilité de refuser d'exécuter ce marché-là d'abord pour son image. Oui. Mais il a préféré peut-être accepter donner en amont 500 millions pour faire un ouvrage qui respectait à tout sauf les règles de l'art. Donc je pense que c'est ça aussi le problème de la commande publique au Cameroun. Maintenant, moi je pense que de manière fondamentale, il faut mettre en place pas seulement une politique, mais également une banque qui va véritablement soutenir des PME chacun dans son secteur. Banque des PME. Non, ça n'existe pas. On sait que ça. Bon, vous n'avez pas dit que la banque. C'est la tête chercheuse. n'existe pas. C'est la tête chercheuse. Bon, Elle existe quand même. messieurs, s'il vous plaît, merci. Patient pas fait d'homme jusqu'à preuve de contraire. On a écouté les uns et les autres, mais on va quand même dire qu'il y a un gros problème de route au Cameroun. On ne va pas le nier. Je pense qu'il y a des types de débats, il y a des thèmes souvent que vous nous soumettez sur votre plateau qui ne doivent pas être abordés du point de vue de la connotation politique de X, Y. Non, vous comprenez. Parce que ce sont des situations qui impactent sur la vie de tous les citoyens, qu'on soit des PC, qu'on soit ici ou bien que ce soit, on s'en fout. Quand vous êtes face à une situation comme celle-là, vous le ressentez. Donc ce n'est pas une affaire de nous attaquer X ou Y. Bon, ce n'est pas une affaire, est-ce qu'on sait si la Bourgogne existe ou bien ma jeune n'existe pas, ce n'est pas ça le problème. On le sait depuis, je traverse de côté chaque jour, je vois ces gens qui sont là, ce n'est pas ça le problème. La question d'être opérationnel aussi, on ne sait pas si ces entreprises sont opérationnelles. Oui, apparemment, le directeur de la Bourgogne, peut-être qu'il a, j'ai eu à entendre qu'il avait des problèmes avec le TCS, j'en sais rien. Bon, peut-être les deux. Alors, le problème de fond qui se pose, tout à l'heure, il a parlé du bureau Veritas, c'est un bureau privé, c'est l'un des bureaux, il y en a plusieurs, qui font ce contrôle-là. Oui. C'est une structure comme la Bourgogne, qui devait être une structure infaillible, parce que c'est elle qui représente l'État dans ce contrôle-là, de l'exécution des travaux. Elle devait être infaillible. Mais quand vous voyez comment le bureau Veritas s'occupe du contrôle administratif, hein. Maintenant la Bourgogne c'est contrôle technique. Mais je dis que une structure comme la Bourgogne, comment elle se laisse corrompre pour donner la possibilité à des investisseurs ou bien des entrepreneurs étrangers comme Camerounais d'ailleurs, hein. Ce n'est pas seulement une histoire de Camerounais. C'est pour ça que, madame, le problème ce n'est pas de donner du travail aux Occidentaux ou bien aux étrangers. Il faut qu'on se responsabilise nous-mêmes. Il faut taper sur la question de la corruption pour dire aux gens qui ont la chance, parce que pour moi c'est une chance aussi de servir son pays, d'avoir ces marchés-là, de les faire dans les règles de l'art. Et pour ça, l'État doit être intransigeant. Et le Lamborghini, par exemple, doit être intransigeant sur ces questions. Or, ce sont des endroits où la corruption fait florès à tous les niveaux, et on nous sert des ouvrages et des œuvres qui n'ont rien à voir avec le projet conçu, n'est-ce pas, dans les papiers en premier. Tout à l'heure, Elisa nous a donné un très bon exemple pour montrer, c'est-à-dire, le caractère, je ne dirais pas laxiste, mais même corrompu de l'État camerounais, le pont de Bebda. Il nous dit que oui, il y a des gens qui siphonnent de sable tout à côté et ça affaiblit la structure. Est-ce que depuis que l'État l'a constaté, cette activité a baissé? Non, c'est arrêté. On l'a interdit. On a plutôt renforcé le pont. C'est pour ça qu'il tient toujours. Donc l'activité lui continue. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, donc ce que je vous dis. Non, l'activité n'est pas illégale. Non, l'activité n'est pas illégale. Non, vous ne pouvez pas le dire. L'activité n'est pas illégale. Mais si on ne vous comprend pas vraiment, on reste ensemble. Qui met en danger, n'est-ce pas? La vie des Camerounais. La vie des Camerounais par le biais de l'affaissement ou bien la destruction d'un ouvrage aussi important qu'un pont. Qu'est-ce qu'on fait? On le supprime. On le supprime, on ne peut pas dépenser des milliards. Et les milliers d'emplois, on fait comment ça? Mais quel millier d'emplois? Mais cet emploi-là sont nocifs. Parce que, oui, mais monsieur, l'État ne peut pas, monsieur Zan, laissez-moi. Allons-y calmement. Quand vous parlez, je vous écoute. L'État ne peut pas, de manière indéfinie, dépenser des milliards, il a parlé des milliards de francs CFA pour une activité qui va profiter à des privés et qui va endommager, n'est-ce pas, les infrastructures publiques. C'est un problème. Oui. Qu'on dise donc que ceux qui prennent le sable de Bebda, si c'est avéré que le fait qu'ils siphonnent le sable là,
affaiblir la structure, qu'on les déplace, qu'on les envoie justement très loin, pour que leur activité n'ait pas une incidence sur la qualité et la santé de l'ouvrage. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas me dire que non, parce que c'est des gens qui gagnent quand même leur pain en faisant cette activité. On va continuer à les laisser faire cette activité et en continuant de créer des problèmes probables au pont. Et nous, en compensation, on va sortir l'argent dans les caisses de l'État pour injecter, pour soutenir. Il y a un problème, premièrement. Le pont de Vouri dont tu parles, justement, on a suivi l'ancien, pas le nouveau. L'ancien, pas le nouveau, pour le soutenir. Depuis, monsieur Lisan, ça fait des décennies que les gens disaient que ce pont-là, il va s'écrouler un jour. Par rapport à l'intensité du trafic qui a plus de volume, justement, n'est plus approprié pour jouer ce rôle. D'où la nécessité de construire ce second pont. Ce second pont qu'on a là aujourd'hui, c'est un vieux débat. Et l'endroit où on devait mettre, implanter ce second pont n'était pas ici. Au préalable, les gens avaient pensé qu'il faut le mettre de côté. Des bonhommes, ça avait une déviation qui partirait. C'est le troisième qui arrive là-bas. Mais monsieur, laissez-moi parler. Une déviation qui partirait carrément de, je ne sais pas, de presque de Bekoko, ou bien de Bombari, jusqu'à arriver à Bafang. Voilà. Donc, ça c'est une chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de goulot. Lui nous parle du troisième. Hein. Ils sont toujours dans les troisième ponts. Il y a un goulot de tremblement au niveau de rond-point du dos. Aujourd'hui, tout le monde le voit. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas développer les routes, construire les routes. Il a dit des choses qui sont simples, qui participent de la discipline et d'un certain nombre de prise de conscience de nos populations, pour qu'ils comprennent qu'un acte même mineur qu'on peut poser peut avoir des conséquences majeures plus tard. Le cas, par exemple, de cette incapacité des Camerounais à comprendre qu'au niveau de la voirie, au niveau de la voirie en général, il faut qu'on ait des comportements citoyens pour ne pas créer des dommages plus tard. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'on doit être un État, on va avoir l'État qui suit à la lettre tout ce qui se passe. Vous connaissez combien de salles de classe, plus ou moins de cas de salles de classe, dont on a démarré la construction et qui se sont arrêtés dans leur pays? Ils sont très nombreuses. Hein. Dans mon pauvre village, à Bourbia, que tu connais très bien, il y a des gens qui sont venus en nous disant: ah, le pont qui est là, il n'est pas bon. Ils ont mis des plaques, on va faire un nouveau pont. Ils ont détruit l'ancien pont qui était en acier là. Oui. Et ils ont entassé cet acier pour venir vendre au niveau des fonderies. On leur a dit: mais attendez, c'est quoi cette affaire? Finissez au moins le pont dont vous avez fait du bruit. Le pont n'a même jamais démarré. Au contraire, ils ont créé des problèmes pas possibles. Leur problème, c'est de détruire l'ancien pont, prendre la fenêtre pour aller revendre, on ne sait où. Jusqu'aujourd'hui, les populations sont face à cette difficulté-là. Vous comprenez? Donc, je dis, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. L'État doit être proactif. L'État, les régimes haïdjo, eh bien, n'ont pas donné de l'importance aux infrastructures. C'est le point faible. Bon, maintenant qu'on se réveille, que ça me rappelle qu'il y a des stades qui sont en construction. Je n'ai pas dit que les stades n'étaient pas en construction. D'ailleurs, j'ai appelé ça terminé. Non, quand tu dis terminé. Messieurs, arrêtez donc de me dire que c'est terminé. Messieurs, on va venir. Allons-y. Terminons. Je suis pas là pour dire que oui. Mais après, combien d'eau a coulé sur le pont pour qu'on arrive là? Je dis, et c'est plus grave dans cette affaire-là. Messieurs. Plus grave, la corruption qui entache la construction de ces ouvrages-là, que ce soit les stades, que ce soit les hôtels, tout ce truc devait être tout, c'est un scandale qui devait justement, je rejoins Madame Maridou, amener certains ministres à démissionner. Parce qu'au contraire, on a vu des ministres nous envoyer, n'est-ce pas, des bras cassés à la télévision, nous expliquer que c'est normal qu'un camion de 20 tonnes de sable coûte 700 000 francs CFA. Mais c'est quelque chose de surréaliste. En nous expliquant que non, il a des bureaux, il a des secrétaires qu'il emploie, il faut quand même les payer. Mais on se prend des Camerounais pour des niais. Alors sur ce sujet, quand même, sur ce sujet, je pense que Charles Elisa est d'accord avec vous. Il a parlé de corruption. Mais il faut qu'il parle de sanctions. Il y a des sanctions. Il a parlé de prisons. Quel ministre a démissionné depuis? Quel ministre a démissionné par rapport à ces stades-là? Vous connaissez un responsable qui a démissionné de secrétaire général de la présidence de la République jusqu'au niveau du gouvernement qui a démissionné, qui a été sanctionné? Personne. Ces gens continuent d'être là jusqu'au jour où un jour le président va se lever de son sommeil et il va appointer quelqu'un. Et c'est justement ça qui va conduire les gens à dire que ces sanctions-là sont à tête chercheuse. Peut-être ce sont des sanctions qui sont motivées par d'autres... Terminons rapidement, plus que 11 minutes pour sortir de cette édition. On n'a plus que 11 minutes pour sortir de cette édition. Maridou, moi j'aime souvent terminer en demandant qu'est-ce qu'on fait maintenant en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut restructurer tout le gouvernement camerounais. Il faut restructurer tout le gouvernement camerounais. Oui, tous ceux qui sont là, ce sont des incompétents, des incapables.
qui ne sont pas proactifs. Ce ne sont pas des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui draine. C'est un coach. C'est lui-même qui doit propulser ceux qui sont autour de lui de bien travailler. Mais comme la justice camerounaise est corrompue, il n'y a personne pour dire que non, arrête, ce que tu as fait n'est pas bien. Tout le monde est roi, tout le monde est puissant. Qui est alors là pour sanctionner? C'est ça la question. Celui qui doit sanctionner, c'est la justice. Et comme la justice camerounaise n'est pas indépendante, elle est sous l'exécutif, elle est obligée, c'est-à-dire de tout accepter. On voit quelqu'un qui a volé des milliards, qui se retrouve en prison. Ces milliards-là sont où? Pourquoi ne pas demander à cette personne qui a volé ces milliards que vraiment, ton village, il y a une route dans ton village qui n'est pas fonctionnelle. L'argent que tu as volé, prends cet argent, tu arranges la route, que de mettre la personne en prison. La personne fait quoi en prison avec les milliards? Puisque sa famille bénéficie de ces milliards. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été sanctionné. Mais si on voulait bien le sanctionner, on devait récupérer ces milliards et mettre ça au profit de la population. Toutes les personnes qui sont en prison, il y a les gens du sud, il y a les gens de l'est, c'est beaucoup plus les gens du est. Il faut commencer à couper les mains de ces voleurs. Que la justice camerounaise, les magistrats doivent jouer leur rôle. Que l'armée camerounaise dise à ceux qui sont au gouvernement que vraiment arrêtez ça, arrêtez cette cacophonie. Il n'y a pas de route. Même dans mon quartier ici à Bédi que j'habite, je vous assure que ma vieille voiture là, elle est tous les jours au garage parce qu'il n'y a pas la route. Mais j'ai vu une plaque là qu'on a déjà réceptionné cette route. Parce que Ntoné, lui, sa part, je ne sais même pas ce qu'il faisait ici à Douala. Toutes les routes sont gâtées. Toutes les routes sont gâtées et il n'y a personne pour sanctionner. Même les maires qui sont là aujourd'hui. S'il n'y a pas une commission indépendante pour surveiller ces maires, on demande bien la décentralisation. Mais il faut qu'ils soient aussi consciencieux. Qu'ils sachent qu'ils ont été élus pour travailler. Ils n'ont pas été élus pour emmagasiner l'argent et mettre dans les poches. Il faut une commission. Nous, de la société civile, nous voulons être cette commission indépendante qui sera là jour et nuit pour travailler parce que nous avons de la force et du dynamisme pour regarder ce que ces maires-là vont faire. Le tout, ce n'est pas de demander la décentralisation. Mais on vous donne donc ces compétences. Utilisez-les à bonne séance. Ne les utilisez pas pour envoyer vos familles en Europe et aller parquer l'argent en Suisse. Merci beaucoup. Charles Lisan, pour sortir justement de ce débat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout faire, mais on ne va pas faire la publicité de la société civile au Cameroun. Non, allez-y, on vous suit pas. On va tout faire, mais on ne mettra pas la société civile au gouvernement. Ou c'est la société civile, c'est pas elle qui ira être une commission indépendante, c'est même la société civile. Si Maridou veut faire la politique et avoir un poste qu'elle se porte candidate, encore qu'elle a été, qu'elle soit candidate et qu'elle gagne. Les populations ont choisi ceux qui sont là actuellement. Et les populations camerounaises souveraines. Sur quel pourcentage, monsieur Eli? Sur quel pourcentage? Vous avez été choisi par quel pourcentage? Merci. Mais qui ont voté? Merci Marie. Mais écoutez, on connaît comment ça se passe. Vos histoires des élections, on sait comment ça se passe. Alors ne me dites pas que la société civile joue un rôle. Si on ne jouait pas ce rôle, ces routes que vous avez aujourd'hui, vous êtes en train de brandir qu'on a fini le stade de test. Si la société civile, si on ne décriait pas cela tous les jours, le gouvernement n'allait pas marcher. Merci pour vos réactions, mais laissez Charles Lisan terminer son propos. Je suis très galant. Donc c'est comme ça, j'ai une femme à la maison qui me suit. Donc je voudrais dire à Maridou que j'ai une femme à la maison qui me suit pour dire qu'il ne peut pas lui couper la parole. Non, comment? C'est pas une femme. Nous sommes dans un débat, vous pouvez toujours me couper la parole. Non, je ne vais pas le faire. Je suis très galant. Très galant. De ce côté-là, je ne pourrais jamais le faire. Non, il est galant. Bon, vous pensez que vous connaissez, c'est pas toi. Voilà. Donc je voudrais dire que Maridou, ou c'est la politique qu'on fait, ou alors c'est la société civile, bon, ça c'est un détail. Je voudrais faire comprendre à Parfait qu'il y a ce qu'on appelle dans un État, ceux qui dirigent ont à choisir la ligne médiane entre expulser 10 000 personnes qui font vivre 10 000 familles et qui, par ailleurs, font un travail excellent pour la préservation même de l'écosystème. Ne voyez pas ça. Quand le port de Douala, je veux dire le port autonome de Douala, l'entreprise achète un appareil pour enlever le sable tout autour du port, ça veut dire que même le travail que les gars là font est excellent. Tout ce qu'il faut faire, c'est de les réguler. De telle manière à ce que leur travail n'affecte pas de manière considérable. Que ce soit pas une cause primordiale de l'affaissement du pont. Ça c'est clair, c'est ce que l'État a choisi de faire. C'est l'État qui a choisi de le faire. Deuxième chose, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que effectivement, je peux être d'accord qu'il y a de la corruption, mais je voudrais vous faire comprendre quand même qu'il y a ce qu'on appelle dans la commande publique, ce que Aïssi n'a pas dit, c'est qu'il y a le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. L'ordonnateur étant ici un ministre, et là-bas on a celui qu'on appelle l'agent comptable qui est le trésor public. Troisième chose, dans le pays où moi je vis, la maman qui est l'assaut de Maridou, qui est en Kolmintak, a vu qu'il y a les routes en pavé. La maman qui est en Guelemendouka
a vu qu'elle ne fait plus 3 jours pour quitter Ngondouka pour Messamena, qu'il y a une route qui passe là-bas. La maman qui a à Soa a vu qu'on a fait la route Soa et ce Hawaï. La maman qui a Bonepopa, c'est que la route entre Bonepopa et Yabassi arrive. Et je peux vous dire, en tant qu'élu, là il ne s'agit pas de parti politique, qu'il y a un 3e pont qui est prévu et qui doit desservir justement Bonepopa. Bonepopa, sorti du côté du Nkam, du Mungo là-bas, pour sortir à Bonamoussadi. C'est des projets. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites que quand ça doit arriver tard. Ça reste encore des projets. Non, mais justement, oui, ça reste il faut d'abord avoir un rêve et avoir les moyens. On a promis les logements sociaux aux lions et donc 30 après. Donc quand va mourir. J'ai suivi Bonaventure Ndjonke. Mais il y a aussi un truc qui est terrible dans ce pays. C'est-à-dire, les gens s'habillent des choses qui ne les concernent pas. Je ne vois pas comment un imam peut aller critiquer les choses qui ne sont pas l'église catholique. Maridou, j'ai suivi Bonaventure Ndjonke dans une chaîne de la place. Lui qui était en 90. Lui qui pleurait de joie hier qu'il a une maison enfin. Mais aujourd'hui, vous venez, vous pleurez à sa place. Donc, je non, on n'est pas là. Ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat aujourd'hui. Lui, il a eu la chance de survivre. Il a eu la chance de survivre. Combien de joueurs sont morts? J'ai aussi vu, pour terminer, j'ai aussi vu les enfants Tato hier être contents d'avoir une maison. C'est pour vous dire que la vie continue. La vie, ce n'est pas nos fantasmes. La vie, c'est la réalité. Et seul le peuple camerounais. À la tombe quand on fait quelque chose. Ça va tu as cette habitude-là que quand on est un terminons, messieurs. On n'a plus que 4 minutes pour sortir de cette édition. Non, écoutez, je voudrais dire 3-4 choses. La première, c'est quoi? C'est qu'il faut une bonne répartition des rôles. Oui. Oui, parce que je prends le cas du trou que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'ast aéroport, machin. Il faut déjà savoir que c'est de la compétence de qui? Du maire de la ville, ou bien du ministère de l'État, ou bien de la mairie. Non, on va vous donner la parole en dernier. Ou bien de la mairie. On va te donner la parole. Donc, il faut donc une conseiller. Si j'ai lu un communiqué du maire de la ville, cela suppose donc que c'est lui qui doit pouvoir gérer cet aspect-là. Bon, si c'est le cas, je crois que son communiqué, ça fait une semaine que ça a été publié, on n'a encore rien vu sur le terrain. Donc, deuxième chose qu'il faut indiquer, il y a un code de marché dans ce pays. Il faut que ce code de marché soit respecté. Ça, c'est important. Deuxième chose, il faut une bonne planification. J'ai tout le temps de... Vous ne pouvez pas parler de projet s'il n'y a pas une bonne planification. Ça, c'est important. Il faut une bonne planification. Quand il y a une très mauvaise planification, on va donc se retrouver tout le temps à être surpris par les fondements d'un ouvrage d'art, par le fondement d'un pont, par le déraillement d'un train, parce qu'il n'y a pas une bonne planification. Quatrième chose qu'il faut indiquer, il faut donner du travail à ceux qui ont les moyens. Je parle de l'expertise et de la surface financière. Ne donnez pas du travail aux gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas l'expertise. Merci beaucoup. Charles Élisant, justement, la grande mairie de la ville va s'occuper de ce trou du côté de l'aéroport. Je ne vais pas rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a maintenant les tueurs à gages dans les plateaux télé. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes qu'il y a ici avec le maire de la ville. Moi, c'est le grand conseiller qui sait les populations qui va parler. Oui, allez-y. Ce que je sais, c'est que cette route est de la compétence de la mairie de la ville. Oui. Et que le maire de la ville a fait un communiqué. Sauf que cette route avait été travaillée par une autre entreprise. Oui. Maintenant, il y a un problème administratif et même juridique entre eux. Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne que l'agent de Camerounais ne peut pas être là à continuer à gérer les catastrophes qui auraient dû être... C'est pas éviter parce que l'autre a mal fait la commande. Avec votre permission, monsieur je mets de l'eau dans son vin. En tant que grand conseiller à la mairie de la ville, il y a un point d'entente à la communauté urbaine qui est justement chargé de cette... Monsieur, laissez Charles terminer, s'il vous plaît. En clair, je voudrais prendre comme exemple, pour que tout le monde m'écoute. Vous avez la pénétrante Est qui est en train d'être arrangée, qui a été faite par Razel. Si Razel fait mal ce travail et qu'après la route s'effondre, et que ça devient la compétence de la communauté bien de venir l'arranger, il faudrait bien qu'il y ait une compensation venant de cette entreprise qui a eu de l'argent pour faire cette route. Il faudrait après qu'on ait fini. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je continue à rouler tranquillement, moi, qui suis de la population, et après on dégage les responsabilités de est-ce que le comptable de la mairie a sorti l'argent comme il se devait? Est-ce que Razel a reçu l'argent comme il se devait? Est-ce que tout a été fait? Et c'est là après qu'on sort le contrat. Pour terminer, pour dire à mon frère Papa Nom que dans ce monde-ci, dans un état de droit, la présomption de culpabilité n'existe pas. C'est la présomption d'innocence qui fait le fait du droit. C'est pour dire que si vous estimez que les gens ont volé l'argent de la canne,
laissez que la justice continue à faire son travail. Et il n'y a pas de problème. Et on les... C'est pas là le problème. Merci, monsieur. Pour la route. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. En attendant qu'il règle ces détails, on aura tout le trou. Et c'est 30 ans après, laissez la justice camerounaise indépendante. Elle va bien faire son travail. Ne vous mêlez plus de la justice camerounaise. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. C'est un plaisir d'être avec mon Patient Parfendo, merci également d'avoir été là ce matin. Mais ça peut 30 ans peut-être que ce débat s'y aura ensuite. Parce que c'est comme merci d'avoir été là ce matin. Maridou, Maridou, merci d'avoir été là également ce matin. Non, je n'ai pas. Merci, monsieur, c'est terminé. C'est terminé. Le débat, c'est après le générique. Ça a été un plaisir de partager un plateau avec messieurs, ce sera après. C'est ma première fois de partager le générique. Je n'ai même pas pu lire les messages de nos téléspectateurs. Mais n'oubliez surtout pas, ce n'était pas facile. Demain, augmenter le temps, c'est pas vous qui augmentez le temps. Non, demande, c'est une doléance qu'on fait au management. Les sujets sont très intéressants. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette matinée, la première édition de ce mois de septembre qui démarre en trombe. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.